La politique au sens féminin désigne la projection. Ce qui se veut ici, il n'y a ni un homme d'État, ni un homme politique. Vous voyez, le problème dans notre pays est qu'il faut que la population soit sensibilisée. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations. Vous êtes sur JC4 Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éthique Politique, une émission à caractère pédagogique. Dans le cadre de cette émission, nous allons recevoir pour vous aujourd'hui un enseignant. Il est assistant Emalou Kazondo Zoï, analyste politique des formations. Il est là sur notre plateau, je m'avais lui dire. Bonsoir, monsieur Emalou. Bonsoir, monsieur Crispin Jean Inganga. Comment est-ce que vous allez? Oui, nous tenons bien par la grâce de Dieu. Oui, c'est dans le cadre de notre émission Éthique Politique, une émission à caractère pédagogique. Voilà, nous allons essayer de réconcilier ce qui est théorie à la pratique. Vous êtes politologue de formation, vous êtes analyste politique. Oui. Comment est-ce que vous pouvez présenter la situation politique de l'heure actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo? Merci, M. Jean Crispin Inganga. Avant que je puisse prendre mon propos, je vais procéder d'abord par remercier votre plateau, l'émission à la chaîne Jessica TV. Je vous remercie, vous qui m'avez invité, qui m'avez reçu avec honneur sur votre plateau, M. Crispin Inganga. Je vais encore revenir, je suis politologue de formation, comme vous venez de l'affirmer, puis je le réaffirme. Mon pays va mal. Mon pays va mal, comme tout le monde le voit. Sincèrement, partant d'une étude, nous sommes en train de voir que la façon dont la politique est en train de se dérouler, c'est purement au sens masculin. Parce que la théorie que nous avons apprise et l'aspect pratique que nous sommes en train de constater sur le terrain, c'est une contradiction pure et simple. Ceux qui s'appellent les élites politiques, ce qu'ils font ne représente pas même qu'ils se battent pour l'intérêt de la population qui sont les détenteurs du pouvoir. Voyez à ce moment, vu que nous sommes en train de tendre vers les élections, tout le monde commence à chercher comment imprimer des polos, comment imprimer les banderoles, afficher par-ci par-là pourvu qu'on lui voie pour lui donner des voix. Mais mesdames et messieurs, je vais vous dire que ce que nos hommes politiques sont en train de faire, c'est une manière de mettre notre pays dans le chaos. Au fur et à mesure que nous gérons ça, pour autant mettre l'intérêt de la population au centre, nous rejetons l'intérêt de la population et nous prenons en première position nos propres intérêts de nos familles. Nous sommes en train de gérer très mal ces pays et puis nous sommes en train de plonger les pays dans le chaos. Vous verrez par exemple aujourd'hui, la majorité des hommes politiques qui sont là, ils n'acceptent pas de prendre les risques pour le bien-être de cette population qui souffre jour et nuit. Ils sont là justement, rien que pour leurs propres intérêts. Raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui, comme il y a les élections, et on est en train de ramasser, comprenez, il y a quelque chose qui me fait rire. La CENI a prévu quelque chose là du seuil politique pour que chaque parti politique puisse atteindre un niveau pour qu'il soit retenu aux élections. On est en train de ramasser n'importe qui pour l'aligner. Les critères de la méritocratie est exclu. Finalement, on prend n'importe qui pour l'aligner. Et pour défendre qui? Une fois j'étais en train de suivre une émission, j'ai vu un homme politique qui disait à 80% la majorité des députés, nous n'allons pas revenir dans l'hémicycle sur base de tout ce que nous avons fait, même si cette population est inconsciente, ne pourra pas nous voter. Donc c'est ça que je suis en train de dire, que notre pays est dans le chaos. Et la façon dont les hommes politiques sont en train de mener notre politique, c'est une manière encore de jeter le pays dans les gouffres avec une politique sans conscience. Donc c'est ce que je peux dire par là, messieurs les journalistes. Oui, parce que nous sommes une émission à caractère pédagogique et là vous avez employé une expression genre la politique va dans le sens masculin, pourtant la politique devrait être dans le sens féminin. Alors
Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette expression? En tout cas, merci, messieurs les journalistes, pour votre sensibilité au concept. La politique au sens masculin et la politique au sens féminin. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous devez retenir que la politique au sens féminin désigne la projection de la satisfaction des besoins de la population qui est les détenteurs du pouvoir dans un état dit démocratique. Mais la politique au sens masculin désigne les mondes d'intérêt où la bourgeoisie comprador, la bourgeoisie comprador se confronte. Qui dit bourgeoisie comprador, ça voudrait dire là où les intérêts égoïstes, rien que moi, on exclut l'intérêt de la population. Les poisons qui se vit aujourd'hui, c'est de la politique au sens masculin. Les gens s'entretuent pour se procurer des mocassins et construire des belles maisons. Ça, on appelle ça la politique au sens masculin. Les 3V, autrefois appelés par l'ancien ministre, aujourd'hui, la plupart des politiciens veulent tellement prendre la politique pour utiliser l'essence et les 3V. Apparemment, donc, voiture, villa, aussi, c'est pas moi. Si aujourd'hui, parce qu'on parle la politique au sens masculin et au sens féminin. Actuellement, au Congo, nous avons des hommes politiques ou soit nous avons vraiment des hommes d'État? Sincèrement, la politique c'est un art, messieurs les journalistes. Laissez-moi que je puisse vous affirmer. La politique c'est un art. Parler d'un homme politique au Congo, c'est un peu aussi compliqué. Parler des hommes d'État en termes de qualification sur le plan juridique, là je dis oui. Parce que quelqu'un qui dispose une fonction au niveau du gouvernement, juridiquement, on l'appelle un homme d'État. Mais sur le plan culturel ou juridique, on ne retrouve pas ces valeurs-là. Comme les gens comme Kwame Nkrumah au Ghana, les gens comme Thomas Sankara, les gens comme Lumumba, les gens comme Mzee Laurent Désiré Kabila, pour ne citer que d'autres, il y en a autant. Ce sont les gens qui ont incarné la valeur politique. Ils sont les hommes d'État ou... Les hommes d'État, les hommes d'État. Mais parlant d'un homme politique, vous voyez, un homme politique n'est pas aussi administrativiste en quelque sorte. Un homme politique, c'est un homme qui est prêt, qui incarne les deux valeurs à la fois. Il est à la fois un homme d'État et à la fois aussi un politicien. C'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie pour les autres. Mais aujourd'hui, ce qui se fait ici, il n'y a ni un homme d'État, ni un homme politique. Monsieur les journalistes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse avoir les hommes, surtout les hommes politiques? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les deux concepts ici marchent de pair, mais il y a une petite nuance sur le plan juridique. Mais pour qu'on puisse avoir des vrais hommes politiques, il faut d'abord qu'on puisse reformuler notre enseignement pour former les citoyens au sens patriotique. Parce que qui dit sens patriotique, c'est avoir d'abord l'amour du patrie, l'amour de son pays. Si vous avez ces sentiments-là de servir votre pays, c'est en ce moment-là qu'on peut vous appeler un homme d'État ou un homme politique. Mais si vous n'avez pas ces sentiments-là, ceux-là qui ne comprennent pas, ils peuvent vous appeler un homme politique. Est-ce que c'est aux politiques de demander la réforme peut-être du système éducatif de notre pays ou soit c'est aux parlementaires? Merci, mais dans la façon dont notre pays se gère, tout est centralisé dans la politique. Absolument. Parce que tout est actuellement décentralisé. C'est pour cela que ma question était celle de savoir, c'est aux politiques d'apporter cette réforme ou soit c'est aux parlementaires qui sont nos élus d'initier des lois pour qu'il y ait une réforme du système éducatif de notre pays? Les parlementaires étant des fabricateurs de lois que moi j'appelle d'une manière arbitraire, ce sont des politiciens. Voter la loi, leur rôle qu'ils jouent de la représentativité dans un état dit démocratique au sens maximaliste, ils nous représentent. Ce qu'ils font, c'est de la politique. Actuellement, ils sont vraiment qualifiés, surtout que nous sommes dans une année électorale. Est-ce que ces gens-là, ces faiseurs de lois, les parlementaires, est-ce que la majorité ils sont qualifiés ou soit il y a de ceux-là qu'on nous impose? Peut-être que la population n'a pas voté, qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'hémicycle. Okay, merci pour cette belle question. Vous voyez, le problème dans notre pays est qu'il faut que la population soit sensibilisée. Avant que je puisse rentrer dans la question,
Vous savez, en 2006, on nous a fait voter par oui ou non, sans savoir pourquoi nous votons oui et pourquoi nous votons non. C'est de la même manière là. Comme il n'y a pas une sensibilisation, une bonne culture de préparer la population au préalable et de connaître pourquoi nous sommes en train de faire ceci, nous allons toujours entrer dans l'imbroglio. Il y a une minorité qui peuvent représenter cette valeur politicienne. Mais la majorité, comme ils sont nombreux, ils influent sur cette minorité qui peuvent bien représenter cette population. C'est comme ça que vous voyez que s'agissant des élections, étant des Africains conscients, nous savons qu'est-ce qu'est les élections en Afrique. Ils vont faire ce qu'ils vont faire, mais nous, la population, je pense que la bonne manière de ramener cette valeur au niveau de l'hémicycle, c'est avoir des séances de marche. Des séances de marche, marcher pour revendiquer les intérêts. Parce que ces gens-là, des fois, ils font la distraction, soi-disant, ils représentent quelque chose. Mais quand on les appelle quelque part en aparté, on les cautionne, ils ferment leur bouche. Alors, au souverain primaire, une année électorale, oui, comme je l'ai dit, au souverain primaire, ça pourrait être quoi votre message à leur adresser pour qu'ils puissent peut-être sanctionner ceux-là qui ne méritent pas et surtout donner de la chance à ceux-là qui méritent. Comment faire pour arriver à la méritocratie? Merci pour cette question, monsieur Crispin Nganga, un journaliste que j'ai beaucoup de l'estime parce que vos questions sont très pertinentes. Merci. La population doit comprendre une chose. Dans des petites sociétés telles qu'Athènes à l'époque, il n'y avait pas la représentativité. Vu l'explosion démographique, nous sommes devenus nombreux. C'est comme ça que les pays de vieilles démocraties tels que l'Allemagne, la France, les États-Unis et les autres ont institué la démocratie au sens maximaliste, ou nous pouvons appeler autrement la démocratie représentative. Nous ne pouvons pas aller nous représenter nous-mêmes. Ce sont les députés qui doivent aller nous représenter. Comme ce sont les députés qui doivent aller nous représenter, nous devons savoir faire les choix utiles. Les bons choix, oui. Les choix utiles, je vais vous donner les éléments, mesdames et messieurs, chers compatriotes. La politique n'est pas faite des pauvres. Un homme politique qui n'a jamais construit une maison, un homme politique qui n'a jamais vécu la bourgeoisie, un homme politique qui n'a jamais représenté où il a eu à entreprendre une activité n'est pas un homme politique. On ne vient pas chercher l'argent dans la politique. Dans la politique, il faut venir avec son argent pour soutenir le développement. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, je vais vous informer qui vous dit non, si vous me votez, je vais faire ceci. C'est une distraction pure et simple. Les jours où il va démagogique et politicien, une fois au pouvoir, il va d'abord chercher, s'il n'a jamais porté un mocassin qui coûte, il va d'abord se procurer les mocassins, parce que même la Bible nous dit non. Avant d'enlever ce qui est dans l'œil de ton prochain, tu veux commencer d'abord par toi-même. Comment ça fait-il que moi-même j'ai faim? Et je dois laisser ma famille pour venir te satisfaire, mais c'est les journalistes. Non, ça ne se fait pas comme ça, je dois commencer d'abord par moi-même. Alors, comme ces gens-là auront presque les mêmes comportements comme ceux-là que nous avons votés par erreur en 2006. Il faut d'abord commencer par jouir de cette bourgeoisie comprador, faire voyager leurs enfants en Europe, faire étudier leurs enfants dans de bonnes écoles. Mais vous, les détenteurs du pouvoir, vous serez toujours effacés. Regardez déjà quelqu'un qui vient avec des visions. Même en RDC, pour ne pas citer le nom, il y en a autant qui ont déjà les bons projets, qui ont eu à sacrifier leur vie, entreprendre des activités dans les quartiers pour faire bénéficier les peu qu'ils disposent comme moyen au bien-être des autres. Ceux-là qui ont besoin des autres, ce sont eux que vous pouvez voter. Ce n'est pas quelqu'un qui vient avec des discours parce que c'est ton frère, c'est parce qu'il vit dans les quartiers, il vous a acheté les polos, les ballons, et il vous a préparé les bouffes, il vous a donné les odos aux jeunes gens. Vous vous enivrez, vous perdez la conscience et puis vous votez. Et comment est-ce qu'on peut arriver à découvrir que celui-là qui se présente devant la population, il est riche ou pauvre? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire cette différence? Mais c'est Crispin Nganga. Surtout qu'on n'est pas entré dans la vie privée des individus quand même. Merci. Vous savez, à un moment, nous pouvons faire semblant. Mais le monde est matériel. Je vais vous dire une chose. Si vous vous croisez avec quelqu'un, tout le monde, même si vous faites semblant, que vous soyez un homme de Dieu,
que vous soyez qui que ce soit, le monde est matériel. En regardant seulement quelqu'un comme ça, vous allez vous dire, vous pouvez avoir la facilité de détecter que ce monsieur est en train de se battre ou soit il a déjà assis. Mais s'agissant de la représentativité pour le bien-être de la population, ce qui peut vous permettre de détecter qui sera un bon représentant, c'est lui qui a déjà entrepris les activités collectives sur le terrain. Par exemple, ceux-là qui ont des projets tels que la gestion des déchets dans la cité, ceux qui ont des grands projets, par exemple, de l'agriculture, parce que c'est ça le problème aujourd'hui qui freine le développement de notre pays. Nous allons en clôturer vers la fin de l'émission. Donc, c'est des choses comme ça. Et non quelqu'un qui vient vous flatter avec une bouteille de la bière. Est-ce qu'on peut se faire de l'argent politique? Franchement, la politique au sens masculin, oui, avec la corruption. Au sens masculin. Oui. Mais actuellement, ici, en République démocratique du Congo, c'est comme si pour devenir riche, il faudrait seulement faire la politique. C'est tout le monde qui se lance en politique. Vous, étant que politologue, est-ce que la politique, elle est faite pour servir la population, pour servir les souverains primaires, ou soit pour se servir soi-même? La politique, en premier lieu, d'abord, c'est pour quoi? Pour servir la population. C'est comme ça que je ne cesserai jamais de le dire, qu'un homme politique, c'est un esclave du peuple. C'est un esclave du peuple. Mais si les gens viennent s'enrichir, c'est parce que il faut qu'il y ait d'abord une justice indépendante qui doit commencer d'abord à suivre les gens de près. Une fois que vous accédez dans un ministère, on doit d'abord procéder par identifier vos biens. On identifie vos biens, vous déclarez vos biens, on enregistre tout. Les jours où vous serez destitué, ou soit les jours où vous allez quitter votre poste, on va contrôler qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez, vos biens immobiliers ou mobiliers. Mais comme la justice n'est pas tout à fait indépendante, c'est là où il y a les problèmes. Parce que la nomination des procureurs, on doit changer la procédure. Voire même les élections des députés provinciaux. Il faut que cela change. Nous avons une constitution. Permettez, M. Crispin Nganga, je voudrais aussi aborder cette notion. Une constitution construite à mesure sur base des intérêts d'un groupe de gens. Pour protéger peut-être leurs intérêts. Si par exemple il y a une catégorie de gens, un certain nombre de postes où après leur exercice, ils ne doivent pas être poursuivis. Ils ne sont pas relevables. C'est une manière aussi de dire que vu que nous avons beaucoup gaffé, on ne peut pas nous poursuivre. Nous devons faire ça pour nous protéger. Ceux-là qui viendront après nous, pourquoi? Bénéficieront de cette grâce. Donc pour dire que même notre constitution doit être reformulée. Absolument. C'est parce comme que ça ici, on voit même les élus, les députés nationaux, avant qu'ils soient poursuivis, il faudrait qu'on puisse lui enlever des immunités parlementaires. Apparemment, il y a une justice des poids, des mesures. Pour les riches, aussi pour les pauvres. Alors, monsieur Emalou, vous êtes enseignant, surtout que je viens ici rappeler que nous sommes une émission à caractère pédagogique. On vient juste essayer un peu de réconcilier ce qui est théorique à la pratique. Monsieur Emalou, actuellement dans notre pays, qu'est-ce qui fait bloquer le développement dans notre pays? Est-ce que c'est peut-être la justice, ou soit c'est nos politiques, ou soit c'est nous-mêmes, la population, peut-être qui avait peut-être une mentalité à changer? Le blocage de notre pays réside, primo, l'absence de la volonté politique. Comme il n'y a pas la volonté politique, parce que ce problème est purement économique. Comment? Je m'explique. Comme les hommes politiques n'ont pas la volonté de comprendre d'où proviennent ces problèmes ici, ils laissent les gens en train de souffrir. Mais comme cette émission, c'est une émission en caractère pédagogique, nous sommes en train d'observer et nous pouvons aussi émettre une solution sur base de ce que nous sommes en train de constater. Sur le plan économique, par exemple, du fait que la production interne est faible, on ne peut pas parler de la stabilité. On ne peut pas parler de la stabilité parce que la RDC survend à 80% sur l'extérieur. Monsieur Crispin, comment ça fait-il que
Nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de produire à l'intérieur et nous nous attendons à une stabilité économique. Non! Du riz provient à l'extérieur. Donc tout, les poissons, même des choses là que nous consommons. Mais essayez un peu de faire un petit voyage d'ici jusqu'à Kikwit. Observez l'étendue, les savanes qui traînent, qui cherchent à être exploitées. C'est comme ça que nous pouvons dire ceci. Sur le plan économique, pour qu'il y ait une stabilité, le gouvernement doit créer les directions agricoles dans chaque province. Et dans chaque province, il faut qu'il y ait un coordonnateur de l'agriculture attaché au gouvernement. Nous avons un projet de 145 territoires. 147 territoires se limite seulement à la construction des infrastructures, donc des maisons quoi. Il faudrait aussi voir côté agriculture. Il faut qu'on voie aussi ce qui est la fondation du développement des... Normalement, qu'on puisse résoudre les ventres, je disais. Donc, il faut qu'on puisse faire ça dans chaque province. Maintenant, sur le plan national, on nomme quelqu'un l'inspecteur principal de l'agriculture au Congo. Celui-là travaille en collaboration avec les ministres de l'agriculture qui supervisent ce travail ici. Maintenant, à la fonction publique, qu'on puisse suspendre les critères de l'embauche, qu'il faut seulement quelqu'un qui a un diplôme, qui soit recruté au niveau de la fonction publique. Non, il faut qu'on crée un département où on recrute les TT, les tout-travaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas étudié, on peut aussi lui donner la chance d'avoir un salaire de l'État chaque fin du mois. C'est-à-dire que cette personne produit, mais il atteint un salaire à la fin du mois. Donc, le critère de recrutement, c'est seulement l'aptitude physique. Si quelqu'un est apte, il peut être recruté et embauché qu'il puisse produire. Si nous produisons très bien, vous verrez que déjà, dans les marchés des biens de consommation, la solution sera là. Et une fois que la solution sera là, vous verrez les dollars s'abaisser facilement. Aussi longtemps que nous dépendons que de l'importation à 80%, croyez-moi qu'il n'y aura pas une stabilité dans ces pays. Tout ce qui se fera, c'est du théâtre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de la crise actuelle que nous sommes en train de vivre dans notre pays? Parce qu'on ne peut pas se voiler de la face. Le pays, nous sommes dans une crise. Aujourd'hui, la ventre du Congolais, nous mangeons presque une fois par jour. Pouvez-vous aussi avoir quelques solutions à émettre, surtout au gouvernement national? Merci, messieurs les journalistes, pour cette question. Hormis cette proposition agricole que je venais d'émettre, sur le plan politique, je sollicite qu'on puisse entrer dans les référendums. Pourquoi les référendums? Sur base de cette crise qui se pointe à l'horizon comme les pyramides égyptiennes, cette crise ne cessera jamais aussi longtemps qu'il n'y a pas l'entente entre les hommes politiques. Il faut qu'on entre dans les référendums. C'est dans les référendums où les dirigeants se mettront autour d'une table, fixer les choses autrement. Surtout cette constitution ici. Cette constitution doit être réformée. Moi, je suis en train de demander seulement qu'on aille dans les référendums. Si nous entrons dans les référendums et qu'on reformulait beaucoup de choses, tout le monde, les leaders, se mettaient autour d'une table, nous aurons la solution, monsieur le journaliste. Il faut avoir des moyens. Est-ce que notre pays, actuellement, une année électorale, est-ce que le pays est prêt pour qu'on aille faire peut-être des référendums que vous êtes en train de demander? Monsieur le journaliste, nous avons l'argent. Je ne cesse jamais de répéter ça, il est question seulement de la manque de la volonté politique. Regardez comment les maisons poussent comme des champignons. Surtout des politiciens. Nous avons l'argent. Nous avons l'argent. Dans d'autres pays, c'est les hommes d'affaires qui construisent des maisons. Mais en RDC, c'est les hommes politiques qui construisent des maisons. Donc c'est ça au moins. Nous avons l'argent. Cela est possible et probable dès que nous entrons dans les référendums et que toutes ces propositions arrivent aux oreilles des dirigeants. Vous allez me donner la raison, monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes en train de chuter, surtout que la télévision se l'étend. Monsieur Emalou,
Actuellement, comme vous avez dit, il faudrait qu'il y ait des réformes, il faudrait qu'il y ait un référendum, il faudrait que les souverains primaires puissent se décider ensemble avec les politiques, ensemble avec les politiciens, pour que les pays puissent se développer. Et monsieur Emalou, ça doit être quoi votre dernier mot pour aujourd'hui? Merci. Heureusement que vous avez dit le dernier mot parce que je ne peux pas tenir le dernier mot aussi longtemps que j'ai encore la grâce de vivre. Ouais, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vais dire seulement que prenons conscience. La conscience doit intervenir à tous les niveaux, les dirigeants comme les citoyens. Étant d'abord serviteur de Dieu, les diables pour détruire quelqu'un, la première des choses qu'il touche, c'est sa conscience. Aussi longtemps que les juristes disent, personne ne peut s'échapper du tribunal de sa propre conscience. L'insécurité qui se vit dans les pays, aussi longtemps que vous les dirigeants, vous ne prenez pas garde à ce qui se vit, Dieu risque aussi de tourner sa face contre vous. Donc vous devez prendre les dispositions pour sécuriser cette population. Quoique vous détournez son argent, vous vivez les luxes, mais lui continue de souffrir, mais conjuguer l'effort au moins de lui sécuriser le fisc. Donc c'est ça au moins ce que je peux dire. Donc vous voulez encourager de continuer à détourner surtout l'argent du contribuable congolais? Je ne les encourage pas, je suis en train de dire qu'ils doivent prendre conscience de ce qu'ils font. Ce qu'ils font n'est pas bien, Dieu risque de les frapper parce qu'il est déjà prêt à les frapper. Voilà, mesdames, et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations, c'était l'émission Éthique Politique, une émission à caractère pédagogique. Nous avons eu l'honneur d'échanger avec notre invité de ce soir, en la personne de l'assistant Emalou Kazondo Zoï. Il est analyste politique, enseignant bien sûr, comme je l'ai dit. Voilà. Continuez de nous faire confiance, continuez de vous abonner très massivement sur votre chaîne JC4 TV. Monsieur Bernard Emalou, nous sommes arrivés à la fin. Avez-vous quelques salutations à adresser, c'est pas moi, à deux ou trois personnes? Ça ne peut pas manquer. Je remercie d'abord Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui nous a accordé cette opportunité. Je vous remercie, vous, monsieur Jessica, qui m'a accepté sur votre plateau d'extérioriser le paix que Dieu a disposé à nous. Sans oublier notre caméraman qui était en train de prendre les images, maître Brice Mafeni. Je n'oublie pas mon père, monsieur le commandant Emmanuel Kazondo, dans la ville de Chikapa. Je l'aime tant parce que c'est lui mon coach, c'est lui qui me prodigue des conseils nobles. Je vous remercie. À tous les ressortissants de la ville de Chikapa, nous sommes de cœur avec vous. Continuez surtout de vous abonner très massivement à l'équipe JC4 Télévision. Nous vous sommes très reconnaissants. Voilà, restez surtout branchés à nos programmes. À très bientôt. Merci. Vraiment.